Bonjour, je voudrais vous parler d'un sujet sur les incertitudes sur le changement climatique passé et futur et relatif aux questions économiques. Nous aimerions parler du changement climatique et de ce à quoi nous sommes confrontés. En ce qui concerne le changement climatique, la première chose que nous devons comprendre est que le climat n'est pas constant. Le climat a toujours changé dans le temps. Dans cette image, vous pouvez voir ici les températures de la planète Terre, les données historiques concernant la température de la Terre au cours des 500 derniers millions d'années et jusqu'à aujourd'hui où nous sommes ici. Donc vous voyez, nous pouvons remonter dans le passé. Et ici, nous sommes il y a 150 ans, là 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans, 250 000 ans. Et là, vous avez 500 millions, puis 1 million, 2 millions, 3, 10, 50, 100 millions, 542 millions d'années. Et vous pouvez voir qu'au cours de cette période, la température de la Terre a augmenté et diminué à plusieurs reprises. Il y a donc eu des périodes comme celle-ci qui étaient beaucoup plus chaudes que maintenant, environ 8 degrés, même 8 degrés plus chaudes qu'aujourd'hui. Et puis, il y a eu des périodes plus froides que maintenant. Il est donc évident que le climat n'est pas constant. Mais ce qui est important, c'est ce que nous analysons, cette longue séquence de données. Nous constatons que les données présentent un certain nombre de cycles, des cycles naturels qui déterminent le climat. Nous observons donc des cycles sur une période d'environ 150 millions d'années. Donc, comme je le disais, on observe des cycles d'une période d'environ 150 millions d'années sur une période de 30 millions d'années. Puis nous trouvons un ensemble de cycles qui sont connus sous le nom de cycle de Milankovitch, 500 000 ans, 100 000 ans, 41 000 ans et 21 000 ans. Ensuite, nous avons un certain nombre de cycles millénaires, puis un certain nombre de cycles, on peut dire séculaires, comme celui-ci, 210 ans, et puis nous trouvons les cycles à l'échec multidécennal, comme 60 ans ou 20 ans, et enfin les petits cycles à quelques années de temps. Donc, comme le climat tend à être régulé par un certain nombre d'oscillations naturelles, il est nécessaire de reconstruire ces oscillations pour interpréter correctement le changement climatique. Et c'est exactement ce que nous aimerions faire ici. Nous aimerions examiner la séquence ici, la séquence noire que vous voyez. Cette séquence est la température de surface globale de la Terre, et ça depuis 1850. Puis 1850. Et nous aimerions déterminer si les modèles climatiques sont capables d'interpréter en fait correctement cette série de données. Donc les modèles climatiques sont représentés ici dans des figures colorées. Bon, j'ai simplement décalé les enregistrements vers le bas pour que ce soit plus facile à voir. Et qu'est-ce que nous voyons en fait? Ce que ça montre, c'est que les données montrent une dynamique très complexe. Donc nous avons une période où la température donc, a augmenté, puis nous avons une période où la température a baissé, puis nous avons une période où la température augmente, une autre où elle baisse, et ainsi de suite, elle augmente, et nous sommes à peu près ici, comme vous pouvez le voir. Donc, dans ces enregistrements, nous avons un réchauffement clair. Donc, de ce point à ce point, le réchauffement est d'environ, disons, 0,9 degrés Celsius. C'est ce que l'on appelle le global warming ou le réchauffement global, depuis justement l'ère pré-industrielle. Mais nous ne voyons pas simplement un réchauffement. Nous voyons des périodes de réchauffement et de refroidissement, de réchauffement et de refroidissement. Et la façon
dont nous parlons de la politique économique, nous devrions d'ailleurs parler de beaucoup de choses, par exemple comme l'accord de Paris. Nous avons donc cet accord entre les pays dont l'idée est de maintenir la température donc en dessous de 1,5 degré, ce par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors pourquoi? Parce que si la température augmente, si elle augmente en fait au-delà de ce niveau de 1,5 degré, il y a un risque croissant en fait des dangers environnementaux, comme par exemple la sécurité de l'eau qui causerait des guerres et ainsi de suite. Donc en gros, nous sommes ici aujourd'hui à environ 1% au-dessus de l'ère pré-industrielle. Donc selon cet accord, nous devons maintenir la température en dessous de ce niveau de 1,5. Et si la température de la planète dépasse ce niveau de 1,5 degrés Celsius, donc nous entrons dans cette zone rouge, où alors il y aurait soi-disant d'énormes problèmes. L'idée est donc que nous devons maintenir la température en dessous de ce 1,5 degrés Celsius. Mais quand atteindrons-nous ce fameux 1,5 degrés Celsius? Et pour cela, pour en être sûr, nous devons vérifier, disons, on doit vérifier les différents modèles climatiques pour savoir si ces modèles climatiques sont corrects. Or, l'argument avancé par le GIEC, qui confirmait la validité des modèles climatiques, est à peu près essentiellement celui qui est présenté ici. Et essentiellement, ce que le GIEC et ses modèles font, c'est qu'ils utilisent deux types de forcing. Nous avons donc le forcing naturel, c'est-à-dire le soleil, les volcans, et ce que nous voyons, c'est qu'en utilisant seulement le soleil et les volcans, les modèles climatiques ne produisent aucun réchauffement. Donc, nous avons donc ce niveau ici, vous voyez, le niveau pré-industriel qui serait plus ou moins égal à ce niveau ici, plus ou moins égal. Et donc, les modèles climatiques prédisent que le forçage naturel ne produirait aucun réchauffement pendant cette période. Donc, pour obtenir le réchauffement selon les modèles climatiques, nous devons ajouter le forçage humain, c'est-à-dire la force anthropique, comme par exemple l'impact du CO2. Et ça, c'est ce que les modèles montrent, c'est qu'il y a un accord entre les données et les modèles, comme vous pouvez le voir ici. Un accord, vous êtes sûr? Non, il y a un problème. Le problème, est que ces images ne prouvent pas ce que le GIEC, justement, voudrait nous démontrer. Cette image suggère que 100% du réchauffement depuis l'ère pré-industrielle est dû à l'homme. Or, la méthode scientifique exige de comparer les différentes simulations avec les données réelles qui correspondent justement aux hypothèses de la simulation même. Donc, que devons-nous faire? Faire pour valider le modèle climatique et de regarder le passé. Et nous devons voir si les modèles sont capables ou non de reproduire le climat du passé. À ce moment-là, ça validerait le modèle. C'est là la question principale. Donc, on doit examiner le passé. Et que voyons-nous si nous faisons cela? Si on regarde le passé, nous devons comprendre ce qui s'est passé dans cette période. Voilà, pour mieux comprendre. Et en 2001, le GIEC a alerté le monde
Que s'est passé? Le GIEC a publié cet enregistrement de la température de la surface globale de l'hémisphère nord. Et dans cet enregistrement, ils ont suggéré que ces températures étaient presque constantes pendant près de 900 ans, environ de 1000 ans à 1900. Et puis, depuis 1900, l'année 1900, les températures ont commencé à augmenter très, très rapidement. Il y avait donc un réchauffement sans précédent. Et cette image donc, a été publiée dans la revue Climate Change 2001, les bases scientifiques, et constituait la figure numéro 1 du rapport. La figure 2 du rapport était celle-ci, où l'on montrait le bilan du dioxyde de carbone et des autres gaz à effet de serre. Et vous voyez que c'est le même type de schéma, en fait, qui est observé ici et ici. Nous avons donc cette fameuse crosse de hockey ici que vous pouvez voir. L'argument avancé par le GIEC était donc que le CO2 était la cause principale de la hausse du climat, car il y avait une corrélation claire entre leurs différents enregistrements. Et pour cela, le GIEC a alerté le monde. Cependant, ce que l'on ne sait pas vraiment, c'est que le GIEC a continué à défendre le graphique de température, justement en crosse de hockey en 2001, mais aussi en 2007. Mais en 2013, il s'est passé quelque chose. En 2013, le GIEC a abandonné cette courbe de la crosse de hockey. Et donc, parce qu'elle était considérée essentiellement comme une illusion, et à la place de la crosse de hockey, ils ont publié ce graphique qui montre une grande variabilité climatique dans le passé. Vous pouvez le voir. Donc, vous voyez ici, très très forte période de réchauffement médiéval et un très petit âge glaciaire qui n'était pas présenté auparavant dans les enregistrements. Et ça a complètement disparu des rapports du GIEC car c'était tout simplement faux. Hein. Alors pourquoi c'est important? C'est l'un des nouveaux enregistrements qui sont publiés ici. Vous voyez ici que la crosse de hockey, donc, elle a complètement disparu, il n'y en a plus du tout. Et il y a un cycle millénaire très fort, justement, qui montre cet enregistrement, où vous avez cette période, donc, cette période très chaude. Et ensuite, nous avons ce petit âge glaciaire, puis une période chaude au niveau médiéval, et ensuite une période froide de l'âge sombre, et encore une période chaude au niveau romain, une période romaine. Vous avez donc clairement un cycle de 1000 ans dans le climat, c'est le fameux cycle millénaire. Donc le cycle millénaire, pourquoi est-il si important? Parce qu'il montre que le réchauffement observé dans les années 1700 à aujourd'hui, en fait, a été principalement induit par des causes naturelles, hein, comme celui du cycle de 1000 ans. Donc, le gros problème est que les modèles ne reproduisent pas ces cycles. Donc, ils ne produisent pas une seule période du passé. Et donc, on ne peut pas dire que les modèles sont capables d'interpréter correctement le réchauffement climatique observé de l'année 1900 à aujourd'hui, car ce réchauffement pourrait être dû à des causes naturelles que les modèles, justement, sont aujourd'hui incapables de simuler. Parce que, comme je l'ai dit, il faut démontrer que les modèles sont capables de reproduire le passé. Et s'ils n'arrivent pas à le faire, comment peut-on leur faire confiance pour prévoir le futur? Et donc, la situation, elle est très simple, d'un point de vue, pour nous, d'un point de vue scientifique. 1, 2 points, les modèles sont donc tous faux
et n'utilisent pas justement le bon facteur de changement climatique. Et là, vous avez un zoom justement de ces mêmes modèles et vous pouvez voir les modèles du GIEC sur cette zone sont en vert. Comme j'ai indiqué, les zones jaunes est le modèle que j'ai produit moi-même en 2013 et en fait a été produit en 2009. C'était même une prédiction. Et vous pouvez voir la prédiction ici. Donc, les données en noir sont les données que vous voyez ici sont en fait celles d'El Niño et donc n'ont rien à voir avec les changements climatiques en fait et les changements à long terme. Ce sont des phénomènes naturels qui n'ont rien à voir avec le CO2. Mais comme vous pouvez le voir, le modèle jaune semble mieux correspondre aux données que le modèle vert. Comme le modèle vert, on voit bien qu'il est trop chaud. Donc, cela indique qu'ils surestiment plus ou moins leur système. Alors, pourquoi y a-t-il ce problème justement dans les modèles? Alors qu'on dit aux gens que la science du climat est réglée, elle. En réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Maintenant, je voudrais peut-être être très bref, juste 1 minute, on va dire. Car je voudrais discuter de la crédibilité, en fait, de ces politiques. Nous avons ici que les gens, particulièrement en Europe, voudraient réduire les émissions à 0 ou réduire beaucoup d'ici 2030. Mais le problème est que la plupart des pays continuent à augmenter leurs émissions. Vous pouvez voir ici, c'est de l'Europe. C'est un document de l'Union européenne que les émissions qui sont la base de la recherche atmosphérique mondiale en Europe, et il est clair que tandis que dans le monde, il y a une augmentation des émissions, en Europe, il y a une diminution, mais cela se passe en Europe. Pour le reste du monde, ça augmente. Et ils aimeraient terminer par cette image. Est très révélatrice pour moi parce que ce sont les nouvelles centrales électriques au charbon en construction ou prévues d'être construites dans les différents pays du monde. Ce que nous constatons ici, c'est qu'en Europe, en Europe occidentale, il n'y a pas de nouvelles centrales électriques au charbon. Il n'y en a pas. Vous voyez ici, aucune. Mais comme vous pouvez voir aux États-Unis, il n'y a rien. Canada, il n'y a rien. Mais comme vous pouvez le voir ici, si nous regardons du côté asiatique du monde, en Chine, en Inde, en Malaisie, au Japon, en Corée du Sud, ils construisent beaucoup de centrales électriques justement au charbon. Il est donc évident que si l'Europe ou les États-Unis diminuent fortement leurs émissions, alors que là, c'est évident que les pays asiatiques augmentent autant les centrales électriques au charbon, il n'y a aucun moyen de réduire le CO2 dans le monde. Donc le CO2 va augmenter. Le seul effet de cette politique serait d'appauvrir l'Europe et les États-Unis. Donc ma conclusion, les modèles sur lesquels repose la théorie anthropique du réchauffement climatique, observés entre 1850 et 1900, ne sont pas validés scientifiquement. Ils se contredisent et ne peuvent donc pas être considérés comme fiables pour les prévisions climatiques futures, selon les différents scénarios d'émissions proposés par le GIEC. Dans les données montrent qu'il existe donc des grands cycles. Ces cycles peuvent être en fait adaptés aux questions astronomiques, aux questions solaires, mais ces éléments ne sont pas présents dans les modèles. Donc, la modélisation aujourd'hui doit être… donc, ils ne sont pas crédibles. Cependant, l'inclusion des cycles climatiques naturels et des formes de réchauffement non climatiques, comme l'effet des villes, par exemple, je n'ai pas eu le temps d'en parler de l'effet des villes, peut réduire l'effet de la composante anthropique et le réduire même de 50 à 60%. Il y aura donc une réduction considérable
de l'impact que les humains peuvent avoir sur le climat. Le réchauffement observé par rapport à l'ère pré-industrielle pourrait être dû à 50% au soleil, 30% à l'homme et 20% à l'urbanisation et à la chaleur urbaine qui n'ont pas encore été corrigées dans les différentes données climatiques. Et donc, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Merci à vous. Merci, professeur Scafetta.